Bonjour, bonjour à tous. Nous allons parler dans cette table ronde de transition numérique et agroalimentaire et de l'accompagnement bien sûr de ces mutations par Ocapiat. Vous savez qu'il existe un fonds national pour l'emploi, un FNE, qui permet justement aux entreprises d'avoir des subventions d'État justement pour ces entreprises typiquement orientées vers toutes ces transitions, qu'elles soient écologiques ou encore numériques. Et l'un des rôles d'Ocapiat, bien sûr, c'est d'aider les entreprises justement à obtenir ces subventions. Alors tout de suite, eh bien, pour démarrer cet après-midi, je vais demander au président d'Ocapiat, Hervé Proche, de prendre la parole. Merci de l'applaudir. Merci Isabelle. Alors je m'excuse, j'ai une petite extinction de voix. J'espère que je vais être suffisamment audible. C'est le salon, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est le courant d'air. Trop parler avec tout le monde, voilà. Oui, donc merci à toutes et à tous. J'espère d'ores et déjà que la plupart d'entre vous, si pour pas dire tout le monde, a pu apprécier les produits du terroir qui nous ont été gracieusement offerts par nos entreprises et nos branches professionnelles. Et donc avec ce bon moment de convivialité, je profiterai pour dire que demain nous réitérons donc ce moment de convivialité. D'ores et déjà, je vous invite à y participer. Mais avant toute chose, revenons donc à notre sujet. Effectivement, donc, je vous remercie de participer à cette table ronde, donc intitulée, comme l'a dit Isabelle, donc transition numérique, alimentaire et accompagnement donc des compétences. Témoignages d'entreprises des secteurs agro et pêche. Alors, je tiens particulièrement justement à ce terme donc de témoignage. Comme j'ai couramment l'habitude de le dire, je suis très attaché à l'humain, et ces moments justement de témoignage ou quoi, qui mieux que les entreprises de pouvoir justement aborder ce sujet-là, faire part de leur expérience, comment ils ont survécu, enfin voilà, donc vous me comprenez, et surtout aussi parler d'Ocapiat, parce que ça aussi, je veux dire, c'est très important, faire connaître à l'ensemble de nos branches, de nos entreprises, donc leur OPCO, et leur dire que nous ne sommes pas qu'un financeur, mais également nous sommes là pour les accompagner sur tous les sujets. Nous avons vu hier, c'était la transition écologique. Nous avons également mis à l'honneur donc les MAF, meilleurs apprentis de France, les WorldSkills, les Rabelais de France. Donc vous voyez, c'est des événements aussi, nous sommes là pour accompagner tous ces sujets-là. Et donc demain, nous parlerons également du handicap avec table ronde aussi sur le handicap. Donc vous voyez, ils sont vraiment là, l'OPCO est vraiment là pour vous accompagner sur tous les sujets qui touchent à l'entreprise. Et de l'illettrisme aussi, on parlera aussi de l'illettrisme. Tout à fait. Merci de me reprendre. Non, pas du tout, je complète. Non, c'est très bien, c'est très bien. Oui, donc l'objectif de cette table ronde consiste donc à vous présenter comment, encore une fois, Ocapiat, organisme de compétences, donc la mission est de soutenir et développer les compétences des salariés relevant donc du secteur de l'agriculture, de l'alimentaire et la pêche, puisque Ocapiat, c'est donc l'OPCO de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche, il ne faut pas l'oublier, mais également des territoires. Et ça, je tiens justement à le rappeler à chaque fois. Donc les territoires, c'est les maisons familiales et rurales, les chambres d'agriculture, la MSA, en fait, tous les organismes agricoles qui gravitent autour, encore une fois, de l'agriculture. Sans rentrer donc dans les détails qui seront abordés à l'occasion donc effectivement des échanges qui, j'en suis convaincu, seront riches, par donc les témoignages des entreprises que je remercie d'ores et déjà donc de leur mobilisation. Je tenais donc à signaler que l'agriculture, la coopération agricole, la pêche, l'industrie agroalimentaire constituent donc des champs d'activité stratégiques pour l'économie française qui doit faire face donc à de nombreux enjeux de performance et de souveraineté alimentaire. Vous avez tous en tête dans l'actualité qui aujourd'hui donc fait grand bruit. Donc vous voyez que Ocapiat aussi est bien un acteur de tous ces sujets-là. Ces secteurs donc sont confrontés à de nombreux défis conjoncturels comme la crise économique et ou sanitaire, les aléas climatiques, mais aussi donc les défis structurels comme les enjeux environnementaux, l'évolution des modes de consommation et des aspirations sociétales.
les sujets, encore une fois, qui sont tous les jours donc à l'affiche sur les écrans, que ce soit la presse écrite, presse visuelle et autres. Donc voilà, c'est vraiment des sujets très importants pour nos secteurs et encore une fois, donc votre OPCO est là pour vous accompagner. Donc, mais également l'évolution des normes, des technologies et des processus de protection et de concurrence accrue sur les marchés nationaux et internationaux. Et je vous ferai grâce là aussi. On parle en ce moment beaucoup de la crise viticole avec les méventes des produits, mais c'est valable pour d'autres secteurs. Le rôle d'Ocapiat donc, est donc de pouvoir répondre en matière d'offres et de formation et de conseils aux entreprises à l'ensemble de ces changements. Je vous donnerai aussi quelques chiffres qui vous permettront donc de mieux vous rendre compte de l'impact qu'a votre OPCO dans la vie donc, des entreprises. Ocapiat a accompagné donc la formation en 2023 de près de 426 000 bénéficiaires. Cela représente un budget de 1,116 milliard d'euros. Ocapiat a effectué plus de 31 000 visites en entreprise en 2023 à des fins d'information et de conseil. Ce qui ressort donc de ces derniers chiffres, c'est une forte demande des entreprises à voir se mettre en place donc rapidement des formations permettant à leurs salariés de monter en compétences sur des périmètres de formation très étendus, allant de la formation traditionnelle, donc liée à la production, à la commercialisation par exemple, et également à la formation réglementaire dans le cadre de conduite donc, ou d'hygiène à la sécurité. Mais aussi donc, à la formation plus novatrice liée à au numérique embarqué, à la maintenance prédictive ou encore la maîtrise des agroéquipements. Pour s'assurer donc que nos formations sont toujours adaptées aux besoins des entreprises, nous avons fait donc à Ocapiat le choix de reposer sur une organisation présente sur les territoires. Donc effectivement, sur l'ensemble de nos réseaux, nous avons donc nos équipes régionales, mais pas uniquement, auxquelles est adossé donc nos comités paritaires régionaux, donc comme son nom l'indique, donc constitués de façon paritaire avec des représentants des salariés et représentants des entreprises, des entreprises, pour justement travailler sur tous ces sujets liés au territoire et qui leur sont propres. Notre réseau donc, de proximité, comme je vous dis, est constitué donc, de nos directions régionales qui nous aident donc, justement à développer tous ces sujets-là et donc alimenter nos observatoires professionnels, des qualifications et des métiers en capacité de mener donc, ces études prospectives. Et ainsi, nous développons une offre de services d'autodiagnostic permettant aux entreprises donc, de se saisir des sujets d'emploi-formation et de mesurer les écarts à la cible. Lors de la table ronde, donc, nous vous livrons les premières conclusions d'un outil d'autodiagnostic de maturité écologique que nous sommes en train de développer. Sur ces sujets-là, effectivement, je souhaiterais compléter que pour nous, il est très important, comme vous l'avez entendu, travailler sur le territoire. Les choses ne peuvent pas se faire au seul siège et au conseil d'administration. Donc c'est vraiment un échange que nous faisons avec nos équipes et avec nos représentants donc, professionnels sur les territoires justement pour faire donc, remonter et descendre donc, tous ces sujets-là. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle donc, en 2022, lorsque j'ai été élu, avec Jérôme Volk, donc, qui est mon secrétaire général collège employeur, nous avons fait le choix de faire le tour de l'ensemble des territoires, rencontrer nos équipes et également nos professionnels, donc des comités paritaires régionaux, pour pouvoir justement échanger sur tous ces sujets-là. Mais pas uniquement. Je rappellerai qu'également au niveau du siège, nous avons donc des commissions sectorielles qui sont là pour travailler sur l'ensemble de tous ces sujets et alimenter, comme je l'ai dit, donc l'ensemble de nos décisions, pour être encore une fois au plus près des besoins donc, de nos entreprises. Je m'excuse d'avoir été aussi long, mais avant de laisser la parole à Isabelle,
qui va donc animer cette table ronde. Je tenais à vous remercier encore une fois pour votre présence et donc vous souhaiter une bonne table ronde. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président d'Ocapiat. Merci de l'applaudir. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, regarder justement quelles sont les problématiques des entreprises et comment les offres de services d'Ocapiat peuvent y répondre. À travers 3 témoignages, on va démarrer avec l'ONF, représenté par Armand Fétu, responsable formation. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous. Voilà, donc Armand, vous êtes donc responsable formation. Peut-être d'abord un mot, bon, même si on connaît tous l'ONF, pour nous présenter rapidement l'ONF. Entendu. Alors l'ONF, c'est 8200 collaborateurs. Alors je dis collaborateurs parce qu'on est à la fois un établissement public, bien sûr, vous le connaissez. On a à la fois 3500 fonctionnaires et à peu près pareil en termes de personnel de droit privé. Donc on a vraiment ces 2 statuts à l'ONF, c'est une de nos particularités. Et notre activité consiste en quoi ? Premièrement, c'est la gestion durable des forêts. S'assurer d'alimenter la filière forêt-bois en bois, bien sûr, parce que c'est 400 000 emplois, la filière forêt-bois, donc c'est une de nos premières activités. Ensuite, la seconde activité, c'est de répondre aux besoins de la société, accueillir le public en forêt. Donc ça se traduit par plein d'actions différentes, mais ça peut être accueillir une course de VTT, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer en forêt, en fait, tout simplement. Et puis, un autre aspect de notre activité, c'est ce qu'on appelle les missions d'intérêt général, la lutte contre les feux de forêt, par exemple, donc ce qui est appelé DFCI, Défense des forêts contre les incendies. Ça peut être les aspects dunaires, le risque en montagne, ce genre de choses qui sont aussi dans notre giron. Voilà un peu ce qui compose le paysage de l'ONF. Alors, vous avez utilisé les offres d'Ocapiat, et notamment en ce qui concerne l'apprentissage et l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors, sur l'apprentissage, à l'ONF, on utilise beaucoup ce dispositif. On a à peu près 300 apprentis, un peu plus de 300 apprentis chaque année qui sont recrutés. Ces apprentis sont majoritairement sur les métiers de terrain, techniciens forestiers. Ils sortent le plus souvent d'un BTS en gestion forestière. Mais aussi, on a de l'apprentissage pour tous les emplois à l'ONF, bien sûr dans les filières de soutien, de support à l'organisation. Donc on utilise vraiment beaucoup ce vecteur-là pour à la fois doter l'ONF des nouvelles compétences issues des différents centres de formation, et puis aussi dans une idée de pourvoi des postes, c'est aussi nos futurs collaborateurs tout simplement, d'une idée de vivier pour l'avenir de l'ONF. Et Ocapiat vous a évidemment beaucoup aidé justement donc, dans cette démarche-là. Concrètement, ils vous ont apporté quoi ? On compte sur Ocapiat déjà sur tout le mécanisme de gestion et de conseil. C'est-à-dire que monter un dossier d'apprentissage, c'est quand même une compétence. On compte sur eux pour le faire, et puis sur les modèles de financement aussi, parce un apprenti, bien sûr, il va à l'école, il y a des coûts pédagogiques à assurer, et ces coûts pédagogiques sont très souvent assurés par le financement qu'apporte Ocapiat. Donc nos étudiants bénéficient de ce système-là par ricochet. Et donc ça représente des montants qui peuvent être assez considérables. Pour vous, ça évite finalement à l'entreprise d'avoir à débourser les montants. Comment ça se passe, le montage financier ? Effectivement, la gestion, comme je le disais, est confiée à Ocapiat. Donc c'est ce qu'on appelle la subrogation, mais c'est Ocapiat qui règle très souvent les coûts de formation au centre de formation pour apprentis. Et la gestion n'est pas portée par l'établissement. Donc l'ONF recrute des apprentis, fait les demandes à Ocapiat, mais Ocapiat est en charge d'une bonne partie de l'administration de ces dispositifs-là. Et ça concerne quel secteur d'activité en particulier ? Est-ce qu'il y a des secteurs plus demandeurs que d'autres ? Alors, nous, c'est le cœur de métier de l'ONF, c'est vraiment la gestion forestière. Hein. C'est vraiment sur ce secteur-là qu'on va recruter particulièrement, mais pas que. On va aussi avoir le commerce du bois et des services que l'on propose, où on recrute des étudiants. Donc, c'est assez variable, on va dire. Et puis, on a toujours aussi comme beaucoup d'entreprises, de contrats d'apprentissage dans les filières support, ce que je disais, la fonction RH, la fonction communication, dans lesquelles on retrouve aussi des étudiants qui bénéficient de ces dispositifs. Donc il y a beaucoup d'écoles qui sont concernées par le financement de ces contrats d'apprentissage. Donc quel genre d'écoles justement ? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors il y en a qui sont ici, mais centres de formation sur lesquels on est, les centres de formation qui sont basés dans la région Grand Est. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'ONF a une répartition territoriale qui n'est pas égale dans tous les territoires. Oui, justement, alors, voilà, ça change un peu les choses. On retrouve effectivement beaucoup de nos collaborateurs dans le quart nord-est, donc la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est là aussi qu'on va avoir beaucoup de relations avec nos écoles. On conventionne avec nos écoles et on leur assure aussi un certain nombre de recrutements chaque année en apprentissage et en sortie d'école. Donc on a les CFA de Mirecourt, Château-Farine, ce sont des noms de villes du Grand Est
qui vous échappent sûrement, et je vous en veux pas. Mais certains sont là, vous avez dit. Hein. Oui, oui. Alors, je pensais aux grandes écoles, effectivement, avec lesquelles on travaille, notamment AgroParisTech qui est juste en face. Tout à fait, effectivement. Alors, vous avez également utilisé l'offre régionale de formation d'Ocapiat. Là encore, comment ça s'est passé? Alors, l'offre régionale, elle répond à un besoin à l'ONF de rapidité, de contractualisation simplifiée avec des organismes de formation. Donc, nous, avec Ocapiat, on a conventionné, on a une convention de gestion qui nous permet de bénéficier de l'offre régionale en tout point du territoire. Donc, en Grand Est, en BFC, Bourgogne-Franche-Comté, et aussi en territoire Occitanie, Midi-Med. On a vraiment l'offre régionale. On compte sur l'offre régionale pour accompagner partout sur le territoire nos collaborateurs, en fait. Et justement, alors cette offre régionale, quels sont ses atouts? Elle permet une véritable personnalisation, c'est ça le principal intérêt? C'est un des intérêts. Alors, pas forcément le principal. Le principal, c'est d'être territorialisé. C'est-à-dire que vous avez une offre de formation partout sur le territoire et c'est quand même plus simple pour un collaborateur de se rendre sur un site de formation à côté de son lieu de travail plutôt que de venir à Paris ou dans des grands centres, des grands pôles urbains. Sachant que nous, notre métier, il se passe en forêt. Donc nos techniciens forestiers, ils sont plutôt très bien répartis sur le territoire et dans les régions plus rurales. Et on a un accès à la formation plus simple et c'est réactif, c'est-à-dire que lorsque vous avez un besoin de formation, on n'est pas obligé d'attendre qu'une session soit complétée au sein de l'ONF avec 10 ou 15 stagiaires. On peut inscrire une seule personne sur une formation inter-entreprise. Et le côté inter-entreprise, ça permet aussi aux collaborateurs de l'ONF de rencontrer des collaborateurs d'autres structures et donc de faire du partage aussi et d'échanges entre structures. Voilà. Alors pour l'avenir, qu'est-ce que vous attendez de plus d'Ocapiat? Quel serait l'accompagnement, on va dire, que vous aimeriez voir mis en place? Ça, c'est la question piège. Je me tourne vers Victor, un de mes interlocuteurs. Victor qui est mort de rire, voilà. Et qui va passer la main ensuite à Rachid, je pense. Mais non, ce qu'on attend, nous, c'est toujours cet accompagnement en territoire. L'offre de formation régionale est très importante pour nous, très importante pour nos petits services formation territoriaux qui comptent sur la simplicité. Inscrire un collaborateur sans avoir la gestion à faire derrière, vous l'inscrivez, c'est Ocapiat qui va s'organiser de la contractualisation avec les organismes de formation. Et ça, pour nous, c'est pas grand-chose au quotidien, mais c'est beaucoup multiplié au regard du nombre de collaborateurs que l'on est. Donc le maintien de cette offre ou le renforcement de cette offre régionale, pour nous, est importante. Et de la même manière, le maintien on va dire, des offres en apprentissage, l'accompagnement sur l'apprentissage est aussi important. Et est-ce que vous attendriez de nouvelles offres? Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, des nouveaux métiers de demain. Il va y avoir des choses qui vont être bouleversées. Donc par rapport à ça, quel est votre positionnement, on va dire? Nous, c'est vrai qu'on entrevoit demain plutôt sur le prise du changement climatique. C'est moins l'intelligence artificielle, à notre sens, qui va bouleverser nos usages. Quoique, lorsqu'on parle de télédétection, de vision aérienne des forêts qui nous permettent d'anticiper des dépérissements, un certain nombre de choses, on y vient aussi, donc des formations techniques et pointues. En fait, c'est complémentaire, ça va aller ensemble finalement, ça va aller ensemble. Numérique et climatique. Ouais. Exactement, c'est ces deux changements-là qu'on doit intégrer dans nos pratiques et dans le quotidien d'un technicien forestier. L'imagerie qui est proposée par l'IGN, qui est proposée par ce qu'on appelle le LIDAR, la télédétection par avion, ça devient de plus en plus quelque chose qui rentre dans nos pratiques. Et le forestier ne va pas aller regarder dans sa parcelle tous ses arbres, il va faire appel à des technologies qui font appel à l'intelligence artificielle notamment pour reconnaître les essences, la taille des arbres, la taille des troncs, toutes sortes de choses qui est très importante pour nous. Donc il y a quand même des impacts, effectivement. Et peut-être pour anticiper aussi les futurs changements de météo, pour pouvoir anticiper des mesures à prendre? Alors la météo, elle ne nous fait pas peur, le climat beaucoup plus. Mais c'est sémantique, mais c'est vraiment nous, l'anticipation du climat, on ne sait pas trop le faire. Les trajectoires du GIEC, tout peut arriver encore. Donc nous, étant donné qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer, c'est d'accompagner nos techniciens forestiers sur ce qu'il y a de pire, c'est de rien faire. C'est ce que dit souvent l'ONF, ce qu'il y a de pire, c'est de rien faire. Donc essayez des parcours sylvicoles, essayez des choses pour voir ce qui va fonctionner et donnons-nous les chances de réussir pour accompagner la forêt sur ces défis à elle de demain. Donc nous, notre job, c'est de l'accompagner. Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. On peut applaudir Armand.
Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être à lui poser ou si on fera peut-être une séquence de questions-réponses à la fin des trois présentations. Bon, merci Armand. Sinon, vous avez le stand ONF qui est juste là-bas, si vous avez des questions aussi. Voilà, il y a le stand ONF. Ils sont très très pros. Juste à côté, très bien, merci. Alors, on va passer à vous, Diana Griguer. Vous êtes directrice donc, des franchises de Boulangerie Paul. Donc, c'est l'entreprise, entreprise Roosevelt TDIS, voilà, DIS plutôt, pardon. Alors, vous commencez, les premiers ateliers FNE formation et vous allez faire à la fois du distanciel et du présentiel. Expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, on commence la semaine prochaine, donc c'est encore très nouveau pour nous. On va faire du présentiel en premier, donc rythmé à une séance par mois en présentiel. Et après en distanciel pour faire des ateliers. En fait, l'idée, c'était de faire des ateliers de courte durée. C'est la volonté qu'on a eue pour pouvoir intégrer le programme FNE dans notre entreprise. C'était de prendre les collaborateurs peu de temps à chaque session. Et donc, on s'est dit aussi pour minimiser le budget, on fait un mix entre du présentiel et du distanciel pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent le faire aussi au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 2 heures, 2-3 heures sur leur planning pour le faire en distanciel avec le matériel de l'entreprise. Donc l'important, évidemment, c'était effectivement de pouvoir joindre vos managers, joindre les adjoints, tout le monde ensemble, oui. Et bon, faire ce qu'on appelle le fameux lean management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste exactement ? Alors le lean management, c'est une manière de... Parlez bien près du micro, oui. Merci. C'est une manière de pouvoir piloter en fait le projet. Et que les responsables puissent mesurer en fait les impacts de leurs actions. Donc c'est une méthode de management que nous propose notre Axis en l'occurrence qui a le projet pour accompagner les responsables parce qu'on est dans des métiers, donc la boulangerie c'est pas des métiers très administratifs. Voilà, on est rarement dans un bureau, on est toujours posté, on s'occupe beaucoup du commerce. Donc en fait c'était une manière de pouvoir retranscrire un peu tous les efforts qu'ils pourront faire dans les économies d'énergie, de maintenance, de matériel. Voilà, c'était pour mesurer un peu tout ça. Alors justement, vous avez parlé du FNE. Le FNE, c'est très important pour vous aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Comment est-ce que vous l'utilisez ? Vous faites la transition écologique en particulier avec le FNE, c'est ça ? Oui, en fait, on accompagne nos responsables de magasins pour piloter nos budgets d'eau, d'électricité, beaucoup, parce que l'électricité, c'est un sujet qui nous concerne tous, que ce soit dans nos foyers ou dans nos entreprises. Et en fait, on voulait aller sur une démarche un peu plus globale pour en fait aller sur aussi tout ce qui était tri des déchets, tout ce qui était... on s'occupe aussi de reverser nos déchets, de les donner aussi. On pense à notre empreinte carbone. On voulait vraiment qu'il y ait une prise de conscience générale pour vraiment poser les actions et les mener à bien et montrer aussi qu'au fur et à mesure en fait des dates de rendez-vous, des réunions, en fait comment on pouvait appliquer une méthode simplement et la mesurer. Alors, vous utilisez tous les outils d'Ocapiat, on va dire, aujourd'hui. Vous piochez un peu dans toute la palette. Alors, peut-être pas tous, parce que je pense que Rachid en a encore beaucoup sous le coude. Mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas être trop gourmand non plus, parce que l'idée, c'est d'absorber... on est une entreprise d'une centaine de salariés. Donc, l'idée, c'est quand même... on est une entreprise à taille vraiment humaine. L'idée, c'est quand même d'intégrer par exemple, pour le PCRH. Voilà, le PCRH, voilà, justement. Quand Rachid nous a sollicité parce qu'en fait, on n'utilisait pas notre budget formation. Donc, en gros, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises, en fait, oui. Aujourd'hui, malheureusement. Oui. Mais c'était surtout par ignorance, en fait. On ne connaissait pas Ocapiat, on ne savait pas comment s'organiser, on ne savait pas comment le dépenser et à quoi on avait le droit. Et donc, en fait, il a vraiment pris le temps de diagnostiquer et de ça, en fait, j'explique vraiment la relation humaine qu'on a pu créer. Parce qu'en fait, il m'a approché, je lui ai fait confiance. Bien évidemment, c'est surtout des sources... il y a des nœuds dans une entreprise et donc forcément, je lui ai confié en lui expliquant que j'avais des problématiques. Et au fil des rendez-vous qu'on a fait en visio, il a pu m'aider sur le fait de faire certains diagnostics et pour aller en fait vraiment identifier les problématiques auxquelles j'étais confrontée en tant que dirigeante et comment il allait pouvoir aussi s'insérer dans l'aide qu'il allait pouvoir me donner pour aller les résoudre.
Donc c'est vrai que le PCRH, et j'en suis vraiment très très reconnaissante Rachid, parce que il m'a challengée. Donc c'est vrai que j'ai été d'accord aussi de donner de mon temps, de mon énergie, parce que on a toujours l'impression que c'est très administratif, parce que ça demande des ressources administratives. Maintenant, j'estime que quand on veut du changement, il faut aussi faire l'effort de. Ça peut pas arriver. Ça arrive pas simplement. Il faut prendre du temps aussi, c'est Voilà. ça. Et les dirigeants, ils n'ont pas toujours le temps, donc il faut quand même le prendre parce que au fond, ce temps, on a le sentiment qu'il est peut-être un peu perdu, mais en réalité, non, c'est de l'investissement Il est pas perdu du tout. et du financement aussi d'ailleurs. Ah non, mais c'est pour moi, ça n'a pas été au contraire une perte. Ça a été aussi un moment où je me suis obligée à me poser en fait avec mes collaborateurs, avec aussi l'entreprise. Alors on avait sélectionné 3 entreprises pour faire les devis de PCRH. On en a sélectionné une avec l'aide de Rachid également, parce qu'il fallait rentrer dans les cases aussi par rapport au Desiderata de Capiat. Et finalement, on est tombé sur quelqu'un d'exceptionnel qui a vraiment super bien compris l'entreprise, qui a su aussi aborder des sujets sensibles tout en étant diplomate, parce que un dirigeant, certaines fois, il n'a pas forcément envie d'être mis en question, parce que c'est le chef d'orchestre, et venir remettre en question le chef d'orchestre... Oui, c'est difficile de lui dire là, ça va pas. Il faut avoir du doigté, on va dire. Il l'a dit. La diplomatie. Il l'a dit, et c'était très intéressant, parce que, en fait, moi, je dis toujours aux collaborateurs, je suis au service de l'entreprise, et c'est pas l'entreprise qui est à mon service. Donc, en fait, c'était à moi de pivoter, c'était à moi de mener des actions pour faire en sorte que au niveau du management, au niveau de la marque employeur, au niveau du bien-être du salarié, il y ait des évolutions et que même la voix des salariés, parce que l'auditeur a pu aussi échanger avec les salariés pour avoir leur avis sur l'entreprise, sur moi, sur comment elle fonctionne, son fonctionnement. Et en fait, il y a eu des remontées d'informations qui ne seraient pas venues naturellement envers moi, mais qui ont été faites par un biais détourné, où quand on m'a rapporté les propos, c'était super intéressant. Parce que j'ai pris conscience de choses en me disant ça c'est important pour les salariés, et ça c'est pas plus important, ou ça il faudrait que je change ça. Et là vous ouvrez une porte, c'est magique en fait. C'est bien effectivement de le voir comme ça, parce que ça aurait pu aussi parfois dire voilà, effectivement on regarde, on pointe peut-être des erreurs ou des choses, et en fait ça vous permet de réajuster la trajectoire en fait. Mais en fait, il faut aussi prendre conscience que c'est des choses qui ne changent pas en une semaine. C'est un changement profond de l'entreprise qu'on opère pendant plusieurs années, parce qu'il nous donne une feuille de route, et moi je l'explique à mon assistante RH, je lui dis voilà, Laurent, il nous a donné une feuille de route, on a 3 ans de travail. On ne va pas empiler les sujets, on va y aller au fil de l'eau, on a un plan, et voilà. Après il faut tenir le cap, il faut maintenir, mais c'est très très bénéfique. Donc ça vous a beaucoup aidé par exemple en termes de recrutement, ça a été vraiment positif. Bien sûr. On a abordé des sujets qui étaient aussi bien l'onboarding, parce que c'est pour ça qu'on l'avait pris, en lui disant voilà, nous aujourd'hui on estime qu'on pourrait être meilleur sur le recrutement. Il nous a aidé sur le recrutement, mais il nous a aussi aidé sur le offboarding, en disant aujourd'hui c'est pas un gros mot d'avoir un collaborateur qui parte, parce que aujourd'hui la durée de vie d'un collaborateur elle est plus restreinte qu'avant. Et comment on fait pour accompagner le départ d'un salarié, pour que ça se passe bien, pour qu'il soit heureux voilà, qu'il soit reconnu aussi en tant que tel, même s'il part. Et tout ça, c'est des choses auxquelles, vous m'auriez dit ça il y a quelques années, j'aurais pas forcément mis ça dans la checklist de dire faut travailler sa marque employeur sur du offboarding. Bon, voilà. Donc il a su mettre le doigt à un endroit où finalement c'est un gain pour les deux parties finalement, quand vous savez l'accompagner. Et alors vous allez travailler avec un gros faiseur qui est Axis. Oui, racontez-nous alors comment ça s'est passé justement cette décision. Alors à l'initiative de Rachid, en fait, quand j'ai fait les devis pour les PCRH, on a sollicité Axis sur un des 3 devis qu'on devait faire. Et Axis a été très très rapide sur sa réponse. Déjà, ça a été le premier à répondre, et il était vraiment très rapide. Et finalement, j'ai pris le temps de questionner en fait les 3 faiseurs. Et c'est vrai qu'Axis me semblait être l'interlocuteur qui se prêtait le plus à m'aider dans mon parcours d'entrepreneur et par rapport au métier que je faisais.
et aux problématiques qu'on rencontrait de recrutement. Et finalement, le feeling, bon, c'est de l'humain, hein. Voilà, un PCRH, c'est de l'humain. Vous allez vous confier, vous allez expliquer ce que vous auriez aimé faire, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, en fait, Laurent, il a vraiment bien disséqué la société et il m'a vraiment aidé. Il m'a fait prendre conscience, avec Covid, en fait. En plus, c'était un sorti de Covid. Donc, l'effectif, surtout du siège, avait beaucoup réduit. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je réembauche. Et j'avais des freins parce que je lui disais oui, mais le volume d'affaires, il ne reprend pas. Donc j'ai peur, le budget, je ne l'ai pas. Il m'a accompagné sur le handicap. Il m'a dit, moi j'étais déjà liée à la GFIP. Donc j'avais mon job board déjà créé sur la GFIP parce que j'étais partie prenante dans le handicap. Il m'a dit, si vous voulez, je vous aide à recruter via le job board de la GFIP. Il a fait un test psychologique à mon assistante RH qui me suit maintenant depuis plus d'1 an. C'est du pain béni, sans faire de jeu de mots. C'est génial. Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Un peu la même question que ce que j'ai posé tout à l'heure. Donc, peut-être des nouvelles offres. Qu'est-ce que vous attendez d'Ocapiat, de la manière de travailler avec Ocapiat pour l'avenir? Alors, c'est pas forcément que j'ai des attentes. Moi, aujourd'hui, l'attente, elle est plus humaine sur le fait de nourrir la relation. Parce que j'estime qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Aujourd'hui, on a le FNE, c'est quand même, c'est pas petit le FNE, c'est lourd quand même. Et en fait, chaque année, on prévoit quelque chose de différent, mais on ne veut pas non plus trop en faire, parce que trop en faire, c'est pas faire. Donc on a vraiment envie de prendre notre temps. Donc j'ai pas réellement d'attente. Aujourd'hui, mon interlocuteur Ocapiat me nourrit suffisamment finalement pour que la simplification des process, c'est sûr. Il y en a certains qui sont déjà en cours, mais j'avoue que j'ai pas forcément peut-être que quand j'aurai fait le tour des produits, je serai peut-être plus exigeante, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait le tour des rayons, voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Diana Griguer, on peut l'applaudir, merci. Et on va terminer avec notre troisième témoin. Donc, c'est Fabien Martin. Fabien, donc InVivo Retail Service, Teract. Vous êtes responsable formation, innovation pédagogique et digitale. Et donc, représentant d'InVivo Retail Service. Alors, vous avez, utilisé l'offre Diag RH et vous avez reçu de la part d'Ocapiat une subvention assez importante pour développer justement un programme 100% numérique. Alors, ils vous ont aidé justement dans ce programme, dans ce parcours. Comment ça s'est passé? Quelle a été la construction finalement du projet? Alors, bonjour à tous. Alors, déjà, un petit mot concernant Teract. Teract, c'est le regroupement en fait, de 9 enseignes autour de l'animalerie, de la jardinerie et de l'alimentaire, autour des marques du retail que vous connaissez sous Gamme Vert, Jardiland et Boulangerie Louise pour les, on va dire, les plus importantes. Au sein en fait, de Teract, il y a effectivement IVRS qui porte en fait, une école interne qui conçoit, développe des dispositifs de formation. Et dans le cadre en fait, aussi de sa création de CFA, on avait un enjeu. C'était de pouvoir en fait, former nos jeunes apprentis sous une modalité un peu différente qui était en fait de proposer des parcours digitaux. Le retail, le monde du retail est un peu particulier dans le sens où pour développer les compétences, ça demande forcément de la sollicitation que les gens en magasin, que nos collègues en magasin n'ont pas forcément. D'où le fait peut-être d'accentuer la modalité autour du digital. Et en discutant en fait de ce projet-là avec Ocapiat, de fil en aiguille, on nous a en fait proposé dans un premier temps cette offre qui est Diag RH. Vouloir faire de la digitalisation, en tout cas un parcours digital de formation, c'est bien beau, mais je commence par quoi? Je fais quoi? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Où je veux aller demain? Et effectivement, en discutant avec la conseillère, on a pu voir que dans en fait, cette offre-là, on avait cette possibilité justement de mettre déjà un pas de côté et de se dire, bon, commençons déjà par faire un état des lieux, regardons ce que nous avons,
Ensuite, on va vous proposer une méthode. Ensuite, on va vous proposer un plan d'action. Ensuite, on va vous proposer la façon en fait de développer ce parcours et ensuite voir comment on peut pérenniser en fait le dispositif. Et en fait, grâce à cette offre-là, on a pu en fait bien baliser ce parcours qui au final est un parcours sur mesure, spécifique à l'intention en fait des jeunes apprentis qui arrivent dans nos magasins et qui préparent en fait des titres de conseiller vente ou manager d'unité marchande avec une spécificité qui est le végétal. On est aujourd'hui aussi, il faut bien se le dire, confronté à un problème en termes de recrutement. Les gens qu'on recrute, à nos yeux, n'ont pas forcément un niveau hyper expert en fait en termes sur le domaine du végétal. Donc l'idée, c'était aussi de rendre spécifique et sur mesure ce parcours pour viser à ce que ces jeunes apprentis soient encore plus pros sur le végétal. Donc c'est un parcours spécifique sur mesure qui traite uniquement du végétal et la façon dont je vends moi le végétal dans nos jardineries. Donc il y avait une réalisation de modules digitalisés et vous avez pu les implémenter sur votre plateforme. Grâce justement à ce parcours, les jeunes donc ont cette formation. Donc vous avez dit végétal et jardinerie aussi. Hein. Oui. Alors quand je dis végétal, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus large. On va y parler de la plante, on va y parler des serres chaudes, on va y parler de l'univers des pépinières, on va y parler potager, on va y parler technique, on va parler conseil de vente. Et en fait, on a justement, grâce à un cadrage qu'on a pu faire, en fait, très clairement, cette offre-là, elle nous a vraiment permis de bien baliser et de partir sur de bonnes bases. Et pas de partir et de faire des choses un peu empiriques qui auraient pu peut-être à terme se dire bon voilà, on est dans le mur, on arrête, on fait marche arrière. Là on a vraiment, et c'était tout l'importance en fait de ça, de se dire, encore une fois, analyse de l'existant, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Donc grâce à ça, on a pu se dire en fait il va falloir avis d'experts, il va falloir solliciter des experts à la fois sur le végétal, les serres chaudes, pépis, etc. et à la fois sur le digital. Donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné parler à des gens qui savent faire. Et c'est grâce à cette rampe en fait qu'on a pu le faire. Cette offre à laquelle on a pu donc avoir, c'est 12 jours. C'est 12 jours qui nous ont permis très concrètement en fait, de baliser notre projet et de lancer. Alors ensuite, ça nous a permis de développer les modules de formation qu'on a effectivement implémentés et séquencés dans notre plateforme de formation. Et là, on est en train aujourd'hui, à l'heure où on se parle, d'éprouver un peu ce dispositif, ce qui nous permettra demain, et c'est prévu parce qu'on l'avait imaginé dans le cadrage, de se dire, on va se faire un petit bilan, un petit Rex de ce qui marche bien, des choses sur lesquelles il faut qu'on améliore, etc. Et ça, on l'avait déjà identifié lors de ce cadrage. Donc vous avez dit 12 jours, c'est ça? Oui, exactement. 12 jours, c'est long quand même, hein? Oui, alors c'est long et en même temps c'est peu pour déjà faire un état des lieux, de se dire, aller voir dans chaque établissement, de dire ce qu'on a, comment ça peut matcher, aussi de définir un profil type des jeunes apprentis. Donc il y a ce côté technique, il y a ce côté pédagogique, puis après il y a le côté fonctionnel, organisationnel, comment ce parcours-là en fait je vais le faire vivre. 12 jours c'est bien, j'ai presque envie de dire c'est presque pas assez. Voilà. Et ça se décompose comment? Alors qu'est-ce qui se passe pendant les 12 jours? Il y a de l'interaction, il y a des vidéos, Alors, ça c'est pour la formation, oui. Exactement. Les 12 jours, c'est vraiment en fait, on va dire qu'on s'est servi de ces 12 jours pour faire du cadrage jusqu'à une réalisation de maquette. On n'a pas en fait un développement, on n'a pas pu faire ce développement de 50 heures de module e-learning en 12 jours. On a un peu mis aussi de notre poche pour concevoir et développer en fait des modules e-learning pour justement proposer une offre de 50 heures de e-learning. Voilà, c'est 50 heures le e-learning, d'accord. Exactement. Ouais. Donc là pour le coup avec les vidéos et avec l'interaction. Oui, alors ça se découpe de façon très simple. On amène la théorie parce que cette modalité du e-learning, elle est essentielle et elle sied bien en fait pour amener de la théorie, des fondamentaux. Une partie en fait où on va donner des exercices et quelques interactivités. Ils retournent dans les magasins pour pratiquer, voilà, pour échanger avec leurs tuteurs. Ils font également des classes virtuelles. Donc là, ils ne sont plus en mode seul
devant mon ordinateur où je suis en fait la théorie, mais je suis face voilà, à un prof qui me donne des cours et je retourne ensuite en autonomie en fait, sur mon e-learning. Tout ça séquencé par thématique. Les fondamentaux de la plante, la serre chaude, la pépinière, le conseil de vente, le stockage des plantes, etc., etc. Alors un aspect important, c'est l'aspect financier évidemment. Donc vous avez eu des subventions. Comment ça s'est passé ? Oui, alors en fait, cette offre Jaguar Plus, c'est donc une subvention à hauteur donc, de 12 jours à raison de 1 200 € par jour. Donc on a en fait on va dire proprement dit, pour réaliser ce cadrage de projet jusqu'à une maquette, encore une fois, ça nous fait une enveloppe approximativement de 15 000 € pour vraiment bien baliser en fait le terrain. Et ensuite, sur le développement, eh bien, on peut aller jusque selon en fait le choix des médias qu'on va utiliser en fait dans le parcours de formation. Sur un dispositif de 50 heures, on est aux alentours de 50 000 €. Alors finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, au Capiat, vous êtes vraiment sur, on va dire, d'autres sujets également tout au long de la vie de l'entreprise. Ils sont quand même là sur l'ingénierie, sur la création de dispositifs de formation, sur des formations présentielles également. Vous avez parlé beaucoup du digital, mais il y a aussi du présentiel. Donc ils sont vraiment très présents auprès de vous. Oui, complètement. Complètement. Je rejoins Armand également sur la partie contrat d'apprentissage, où on a aussi nous énormément en fait d'aide, de soutien, de conseils en fait autour de l'apprentissage, autour des contrats pro également, autour de l'ingénierie également pédagogique. Voilà, on a une offre, en tout cas on a des conseils variés qui aident véritablement à développer des choses en fait dans nos entreprises, qui aident à faire grandir en fait nos collaborateurs. Alors, est-ce que vous avez l'impression, un peu la même question que j'ai posée, qu'il y a des programmes peut-être qui vous manquent aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus ? Alors là, pour le coup, je rejoins tout le monde. C'est déjà, les programmes sont bien et il faut maintenir aussi cette relation qui est bien, qui est essentielle. C'est simple. Il y a de l'expertise, il y a de la confiance. C'est vraiment quelque chose de vraiment très, très intéressant. L'offre est bien dimensionnée. Maintenant, on parle de transition numérique. Peut-être que demain, avec l'IA et le changement de paradigme, il y a peut-être des conseils à faire autour justement de comment embarquer les équipes qui conçoivent, qui développent, qui imaginent en fait des dispositifs de formation, comment les aider et leur mettre le pied à l'étrier sur l'intelligence artificielle. Voilà. Peut-être des petites aides justement pour que justement chaque service formation puisse à un moment donné investir du temps pour s'approprier des nouvelles connaissances. Voilà. Très clairement, je pense qu'à un moment donné, il doit y avoir l'IA visible dans une offre. Et ça vous inquiète pas trop pour le coup, l'IA, parce que tout le monde en parle beaucoup en ce moment, en disant voilà, ça va révolutionner les choses, mettre des gens sur le tapis. Ouais, il y a plus. Enfin voilà, il y a. Encore une fois, c'est un nouveau paradigme, donc ça fait beaucoup débat. Moi, de ce que je vois de ma fenêtre et de ce qu'on en fait déjà, je trouve que c'est déjà un moyen très efficace en fait de gagner du temps sur des choses sur lesquelles justement on mettait peut-être un peu trop de temps et qui n'avaient pas trop de valeur ajoutée. Donc je pense que tout ce qui va être action à réaliser sur peu de valeur ajoutée, l'IA sera essentielle. Maintenant, de se dire, je te dépose le contenu des PDF, des vidéos et tu me fais un petit programme et moi je pars en vacances, là je pense pas que ça marchera. Voilà. Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Fabien Martin. Merci. Alors justement, puisque vous avez été un peu interpellé, Victor Pires de Capiat va nous rejoindre. Merci d'applaudir Victor. Alors, Victor, donc, qu'est-ce que vous pensez finalement de ces... Donc oui, je rappelle, directeur de la direction de l'animation du réseau territorial et du développement des partenariats de Capiat. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ces 3 témoignages ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, on voit effectivement beaucoup de satisfaction, peut-être encore quelques points d'amélioration. Écoutez, tout d'abord, merci aux entreprises de s'être prêtées à l'exercice. En tout état de cause, ça conforte bien le fait que nous occupions une place centrale sur les volets emploi, formation, compétences et que notre offre de service a une utilité certaine
et à la fois sur un volet clé en main, c'est-à-dire qu'elle simplifie les choses, et à la fois elle sait être modulable et, pour ainsi dire, cousu main, personnalisable en fonction, là aussi, du besoin de l'entreprise. Donc par rapport, dans la continuité de hier, on est bien là aussi sur une force de frappe des équipes Ocapiat qui savent, là aussi, plutôt que de placer des produits, se préoccuper du besoin de l'entreprise et apporter une solution en adéquation avec ce besoin-là. Et il se fait sous forme de système à tiroir. Soit c'est des actions qui sont déjà cadrées et pour lesquelles l'entreprise n'a plus qu'à mettre à l'usage, soit alors là il y a un système d'ingénierie qui se met en place. Au-delà de l'offre de service qui est appréciable, c'est là aussi la relation de confiance qui a été citée. Et là, notre réseau territorial, conforme à l'organisation d'Ocapiat, démontre également que l'ancrage territorial et cette proximité que nous avons avec nos entreprises répond à un véritable besoin. Et lorsqu'on y a goûté, on va le dire comme ça, je pense qu'on ne peut plus s'en passer. Et donc là, c'est plutôt appréciable. On voit Diana qui approuve, effectivement. Alors notre objectif aussi n'est pas de faire en sorte que les entreprises goûtent à tout, mais qu'effectivement, elles y trouvent bien évidemment leur compte et qu'elles prennent le temps de bien faire les choses et qu'elles aboutissent à un résultat satisfaisant. Et l'accompagnement d'Ocapiat n'est pas simplement un premier rendez-vous. C'est un long chemin qui nécessite là aussi un suivi, un pilotage et sans cesse être à l'appui des entreprises pour répondre à ces différents besoins. Et si on pourrait synthétiser l'offre de services d'Ocapiat à ce stade, nous l'avons envisagé sous forme de 3 piliers. Donc 3 piliers, et ils ont été cités et illustrés par l'intermédiaire des outils qui ont été utilisés. C'est diagnostiquer, c'est accompagner sur le volet ressources humaines, c'est contribuer au développement des compétences et ensuite c'est de faciliter l'intégration et le recrutement. Donc sur la base de ces 3 piliers ont été constituées l'offre de services d'Ocapiat, comme je l'ai évoqué, sous forme d'actions clés en main ou personnalisables, mais nous avons pris le soin également de la segmenter également en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité. Et on va même effectivement jusqu'au public, parce qu'on accorde une importance au public concerné, personnes en situation de handicap, en situation d'illettrisme, d'électronisme en l'occurrence, et un bas niveau de qualification. Donc là aussi, ce sont d'autres illustrations qui guident là aussi nos actions au quotidien auprès des entreprises. Et ce qu'on fait aujourd'hui auprès des entreprises, il convient de savoir qu'on le fait également auprès d'autres partenaires, que nous avons cité hier également, c'est-à-dire l'offre de formation composée des organismes de formation, des centres de formation d'apprentis. Et nous portons également la bonne parole auprès des services de l'État, parce que aussi bien on se nourrit des besoins qui nous sont remontés par nos entreprises pour faire évoluer constamment notre offre de services, mais également nous allons chercher des partenariats pour répondre au plus près des besoins de nos entreprises. Et alors pour l'avenir, quelle perspective vous offre ce qu'ils ont pu dire, les petites remarques sur les nouveaux produits, les nouvelles idées à mettre en place? Déjà, ça conforte l'idée qu'on ne s'est pas trompé dans la composition de notre offre de service. Elle répond bien à un besoin certain. Maintenant, il convient de la faire évoluer. C'est bien les entreprises, fort des échanges qu'ils peuvent avoir avec les équipes territoriales, qui vont nous faire évoluer cette offre de service au gré, là aussi, des succès certains que nous pourrons rencontrer. Une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas laisser l'offre telle qu'elle, même si elle satisfait, parce qu'on sait pertinemment que les eaux qui stagnent pourrissent. Et que surtout les métiers évoluent sans arrêt et qu'on ne connaît pas forcément encore les métiers de demain d'ailleurs. Oui, nous aussi, il faut qu'on soit constamment en évolution pour répondre aux différentes transitions auxquelles les entreprises sont confrontées, tout comme nous, puisqu'il faut à la fois qu'on conduise ces changements pour nous en tant qu'opérateurs de compétences, mais aussi pour nos entreprises. Merci beaucoup Victor. Merci à vous. Victor Pires, on peut l'applaudir. Alors on va passer maintenant donc à l'axe de la QVCT, ou QVT d'ailleurs, on va voir quelle est la différence et l'impact justement que ça peut avoir en termes managériels en parlant de la charte emploi élargie. Et je vais demander à Arbia Bouabsa de venir me rejoindre. Elle est responsable du pôle partenariat et cofinancement de la DRTDP d'Ocapiat. Merci d'applaudir Arbia. Et également avec nous Arnaud Tranvan du cabinet Ancoé. Voilà, gérant et consultant du cabinet Ancoé. Alors, avant de commencer, peut-être vous poser une petite question dans la salle.
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de QVT ou QVCT. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ceux qui savent, lèvent la main. Oula, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Allez, soyez pas timide. Alors, Arbia, qu'est-ce que ça vous inspire? QVT, QVCT, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je vous propose de les laisser répondre et puis je donnerai ma définition. Alors, ceux qui veulent répondre? Rachid, tu avais levé la main? Oui, donc la QVT, c'est la qualité de vie au travail. Oui. Donc en fait, ça va concerner tous les facteurs qui concourent à mettre en œuvre des mesures pour améliorer le bien-être en entreprise, qu'il soit physique ou mental, et donc améliorer les conditions de travail. C'est la qualité de vie et des conditions de travail. Merci Rachid. Bravo Rachid, c'est le meilleur, il savait. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ah. Oui. Alors, on va repasser la parole. Ça veut souvent dire accord d'entreprise, négociation avec les IRP. Ah, voilà, effectivement. Alors, Celle-ci, elle est bien placée. qu'est-ce que ça vous fait dire? Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est quand même une notion pas encore très bien connue, hein, la QVT. Et pourtant, qualité de vie au travail, c'est très important. En effet, Isabelle. Alors, la qualité de vie au travail, ça recouvre plusieurs thématiques. Hein. On peut parler du contenu du poste, du bien-être des salariés, de l'organisation et des modalités du travail. Et moi, j'aimerais en fait définir cette QVT ou QVCT par une question. C'est comment le salarié vit le travail au quotidien. Et puis, je laisserai Arnaud qui est le représentant d'Ancoé, qui a été recruté dans le cadre d'une consultation publique avec un autre cabinet qui est le cabinet Heming et qui pourra en fait nous apporter des compléments d'information. Oui, alors bonjour à tous. Ce qui est intéressant, c'est que la qualité de vie au travail, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Donc aujourd'hui, tout le monde a l'acronyme. On a l'acronyme QVT en tête. L'acronyme QVCT est en train de se développer par les travaux de l'ANAC, c'est-à-dire l'idée d'associer l'enjeu des conditions de travail. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça relève d'une perception. Donc c'est une perception subjective que les collaborateurs vont avoir, vont se faire d'une représentation de la réalité de leur travail. Et c'est là où c'est intéressant. On a besoin de mettre des éléments très factuels, on a besoin de venir objectiver cette perception pour développer des leviers d'action qui sont plus factuels, qui sont plus objectifs. Et c'est là où ça repose dans le cadre du dispositif qu'on a travaillé avec Arbia, sur une analyse de terrain et sur une volonté de comprendre la réalité du travail. Donc c'est de recentrer la réalité du travail dans la perception que les collaborateurs peuvent avoir de leur qualité de vie. Alors Arbia, est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif, comment ça s'est fait justement dans le cadre de cette charte emploi? Alors, le dispositif, en fait, il est cofinancé donc dans le cadre par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire à hauteur de 50%. La contrepartie, bien sûr, c'est au CAPIAT qui la prend. En fait, la charte emploi, c'est un accord cadre qui est signé entre les branches professionnelles donc, du champ au CAPIAT et l'État, donc pour travailler, donc pour se dire, voilà, on signe un accord et on va travailler ensemble sur la sécurisation des parcours professionnels, sur l'attractivité des métiers, sur l'amélioration des conditions de travail, sur le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc ce sujet de l'amélioration des conditions de travail est arrivé. Donc c'est une expérimentation que nous avons lancée donc la sortie du confinement. Donc en 2021, les entreprises ont repris leur activité petit à petit. Et donc nous avons lancé donc cette expérimentation en essayant de mobiliser un certain nombre d'entreprises, une centaine d'entreprises. Donc c'est une démarche qui concerne quel type d'entreprise? Il y a des effets de seuil, hein. Oui, en effet. Comme c'est un cofinancement, les entreprises qui ont été ciblées dans cette expérimentation sont les entreprises de moins de 300. Mais il est évident qu'une fois cette expérimentation terminée, l'objectif, c'est d'alimenter notre offre de services. Et l'idée, c'est de déployer ce dispositif à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur. Alors justement, comment est-ce que vous arrivez à les détecter, à les capter, ces entreprises ? Alors, on a mis en place avec Arnaud et puis avec le service communication de CAPIAT d'ailleurs, et je remercie Eric qui est juste en face de moi, qui a largement contribué.
une méthode de travail. Donc on a mis en place un plan de communication. On a travaillé sur des supports de communication de manière à sensibiliser l'intérêt des entreprises sur le sujet. Et on a travaillé sur un message d'accroche qui était quel est votre sujet du moment? Quels sont vos enjeux? En quoi, en fait, en quoi vous êtes préoccupé? Quelle est votre situation actuellement au regard de la sortie de la crise sanitaire et donc au moment de votre reprise d'activité? Et donc, au regard de ce message, nous avons produit ce support qui a été charté par les services de communication d'Ocapiat. Nous l'avons diffusé par l'intermédiaire des branches professionnelles, que nous remercions, mais également par l'intermédiaire de notre réseau Ocapiat, donc conseillers Ocapiat, qui ont contribué à diffuser ce document auprès des entreprises. Arnaud, est-ce qu'on peut revenir justement sur ces questions de QVT, donc de qualité de vie au travail? Comment elles se traduisent aujourd'hui dans l'environnement de travail? Alors juste une remarque pour compléter la présentation d'Arbia. Je pense que capter les entreprises, c'est difficile. Et ça nécessite un effort important. Et d'ailleurs, on a bénéficié du réseau de conseillers entreprises Ocapiat qui se sont largement mobilisés pour pouvoir identifier et capter des entreprises. Parce que c'est justement un des enseignements qu'on retient de ce dispositif, la question de la qualité de vie au travail, dans les priorités d'une entreprise, au-delà du dialogue social. Souvent, elle recule face aux priorités, face aux enjeux, face aux questions de transition. Enfin, on a fait ce dispositif-là en sortie de crise sanitaire. C'est associé une crise énergétique, c'est associé une crise géopolitique qui ont largement touché les secteurs qui étaient les cibles du dispositif. Et capter les entreprises, ça nécessite une relation humaine, une entrée en contact. Une fois qu'on a eu cette première prise de contact, on arrive à convaincre les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on arrive à convaincre les entreprises? Parce qu'on passe par un diagnostic, une approche terrain. C'est exactement le témoignage que vous avez fait, madame. C'est parce qu'on a la possibilité, dans un temps court, l'expérimentation, et c'est ce qui était challengeant pour nous et ce qui était extrêmement intéressant, comment essayer de développer la notion de qualité de vie au travail dans des entreprises de moins de 300, parfois des entreprises de 8 collaborateurs, 9 collaborateurs, sur un dispositif où on est présent entre 3 et 4 jours dans l'entreprise. Et comment est-ce qu'on vient positionner un diagnostic? Eh bien, on vient le poser dans une problématique, dans un lien avec les questions du travail, avec les problématiques du quotidien de l'entreprise. Et c'est ça ce qu'il faut associer. Et c'est relier la perception subjective de la qualité de vie au travail aux problématiques opérationnelles quotidiennes de l'entreprise. Et donc, il faut favoriser également le recrutement, forcément, aujourd'hui? Aujourd'hui, le recrutement, c'est une problématique. Alors, je le dis de manière un peu générique, on l'a vu dans les secteurs d'activité qui concernent le dispositif, que ce soit les filières alimentaires, agricoles ou pêche, où on a pêche, même si on y est moins intervenu dans le cadre de cette expérimentation, je me permets quand même de faire large dans mon retour. La question du recrutement est difficile. On l'a vu dans les présentations préalables, on cherche à former, fidéliser, on met beaucoup d'investissements. C'est compliqué d'avoir des ressources haut niveau, de qualité pour être performant au sein d'une organisation. Mais classiquement, dans le fonctionnement d'une entreprise, la ressource humaine, les problématiques organisationnelles sont un peu des variables d'ajustement. C'est-à-dire qu'on définit le process, on a un objectif et on se dit qu'on arrivera à recruter. Aujourd'hui, on a un retournement du marché du travail. C'est beaucoup plus difficile de recruter que ça ne l'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a un retournement entre l'offre et la demande, ce qui nécessite pour les entreprises d'être très innovantes, de proposer des accompagnements, des positionnements qui sont différents, de proposer une offre d'emploi, de proposer des trajectoires professionnelles, mais aussi d'offrir un quotidien, une réalité de travail qui soit beaucoup plus cohérente par rapport aux attentes des collaborateurs. Il faut vraiment que les entreprises, justement, soient très attractives et qu'elles développent cette attractivité vis-à-vis donc des futurs collaborateurs, quoi. Absolument. Et c'est là où, généralement, la qualité de vie au travail est vue comme un centre de coût. C'est-à-dire qu'on imagine comme quelque chose qu'on vient régler en faisant les investissements ou en mettant à disposition des services divers à destination des collaborateurs. Sauf que, autant j'ai vu des services de conciergerie dans des grands groupes industriels à la Défense, autant dans une entreprise dans les territoires qui fait de l'agroalimentaire avec des marges réduites, une situation économique étendue, on n'a pas la possibilité financière d'apporter des services supplémentaires auprès des collaborateurs. Donc ça sort du dialogue social. C'est là où justement il faut sortir du dialogue social et revenir sur un dialogue sur le travail. Et on a besoin d'être très performant sur comment traiter les irritants du quotidien et traiter la réalité des situations de travail. Il faut vraiment justement que cette qualité de vie au travail, elle soit vraiment présente dans toutes les entreprises, notamment, on dit tout à l'heure, dans les plus petites, dans les fameuses entreprises de moins de 300 salariés. Il faut inciter à ce dialogue-là, parce que sinon, elles n'ont pas forcément le temps de le faire et elles ne le font pas, du coup, c'est ça?
Absolument, c'est un message qui est très clair et qui ressort du dispositif, c'est que la question de la qualité du travail, aujourd'hui, ça touche toutes les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. C'est-à-dire que ce n'est plus la panacée des grands groupes qui ont la possibilité d'avoir des ressources dédiées à ces sujets. Historiquement, la qualité du travail, et on l'a vu nous aussi dans le cadre du dispositif, étaient des problématiques portées par les RH, ou je dis les RH, ou les services ressources humaines globalement qu'il y a dans des organisations. Sous-entendu, une organisation qui ne dispose pas de services RH, elle va laisser un peu glisser cette problématique et on va plutôt la laisser porter à destination des managers. C'est là où on rebondit, on reboucle dans le dispositif en se disant il faut aussi qu'on change les mentalités, qu'on modifie les représentations sur la qualité du travail, au niveau du top management comme au niveau du management intermédiaire. Il faut aussi réorganiser le portage, c'est ça? Le portage QVT? Absolument. L'enjeu de la QVT, c'est d'être dans une animation, de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. On a des dispositifs de management industriel, vous avez parlé du Lean tout à l'heure, qui est un des modèles qui permet d'améliorer les organisations dans leur modèle de gestion. C'est aussi d'intégrer la question de la qualité de vie au travail dans une démarche d'amélioration continue et d'accompagner une performance où on va ajouter des critères qui sont des critères humains, c'est-à-dire sur le bien-être et la qualité de vie au travail des collaborateurs. Il faut donc présenter véritablement tout ce que ça peut apporter, tous les enseignements de cette QVT. Il faut vraiment le faire savoir, il faut évangéliser en quelque sorte. Oui, et c'est là où le dispositif qu'on a pu porter, qu'on a travaillé avec Arbia depuis presque 2 ans, il est dans une approche terrain, c'est-à-dire très pragmatique. L'enjeu, c'est de pas de rester sur une représentation théorique en disant la qualité du travail nécessite d'améliorer les ambiances, les couleurs, le mobilier. On voit bien les limites qu'on peut avoir dans cette approche-là. Il faut être sur une approche de diagnostic factuel. Quels sont les irritants du quotidien que les collaborateurs rencontrent et comment est-ce qu'à partir de là, on arrive à dégager des leviers et que ces leviers s'inscrivent dans le projet d'entreprise. On a besoin de retrouver du sens, on a besoin de réinscrire les collaborateurs dans le développement du projet d'entreprise. Et donc il faut véritablement que ça passe par des choses très locales, très présentes sur le terrain. Il faut être très concret, c'est ça? Il faut être extrêmement pragmatique. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu la chance, dans le cadre de ce dispositif, d'accompagner un exploitant agricole nouvellement installé. Il s'était installé il y a 6-8 ans, donc encore avec une charge d'investissement extrêmement importante sur l'exploitation. Donc une exploitation avec 6 salariés, on ne dégage pas de résultats. On est encore sur une phase où les investissements sont lourds. L'amortissement n'a pas encore porté ses fruits. On a plein de projets, on a plein d'ambitions, sauf que concrètement, aujourd'hui, les collaborateurs, ils prennent leur poste dans une caravane. C'est à cet endroit-là où se passe le point d'étape le matin, en début de journée, autour du café. C'est comme ça que les choses se passent. Alors bien évidemment, je peux faire une préconisation en disant il faudrait que vous ayez des nouveaux locaux. Donc le dirigeant d'entreprise me dit oui, j'ai comme projet de faire un investissement. Demain, j'aurai un nouveau bâtiment. Je lui dis demain, voire après-demain. L'idée, c'est aussi comment est-ce qu'on accompagne de jalons durant ces différentes étapes-là. Parce que moi, je vous parle du quotidien, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on apporte des réponses pour éviter que le collaborateur en question, qui a un savoir-faire, qui a une connaissance, qui connaît les vignes, qui connaît les secteurs, éviter qu'il parte. Parce que s'il part, ça met en difficulté l'organisation, ça met en difficulté l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve d'autres leviers. Donc là, je ne vais pas aller sur une préconisation qui soit sur une logique d'investissement. On va être plutôt sur un accompagnement, retrouver des moments de convivialité, retrouver des moments où on peut faire des briefings en amont du travail, des moments où on fait des retours d'expérience sur la manière dont le quotidien a pu se passer, et accompagner comme ça pas à pas, dans une logique vraiment de progression pas à pas, chaque organisation sur un dispositif. Bien évidemment, on a eu aussi dans notre périmètre des entreprises approchant les 300 collaborateurs. Les leviers ne sont pas du tout les mêmes, d'autant plus s'il y a des projets d'investissement. S'il y a des projets d'investissement, c'est aussi comment on va intégrer cette réflexion sur la qualité du travail, c'est-à-dire cette réflexion qui vise à impliquer les collaborateurs sur ce que sera leur travail demain à l'occasion de ce projet d'investissement, parce que ça dégage d'autres leviers de transformation. Le problème, c'est que pour les entreprises, vous disiez, ce sont des leviers, mais souvent elles voient moins le levier investissement que le coût que ça peut engendrer. C'est une difficulté qu'on a aujourd'hui. Une difficulté, d'ailleurs votre remarque était tout à fait intéressante sur la définition de la QVT. Oui, la QVT reste aujourd'hui assez connotée avec une frange de revendication sociale, salariale, qui est assez marquée. Et il faut réussir à dissocier un peu les sujets pour pouvoir montrer que la QVT n'est pas uniquement un centre de coût, c'est aussi un investissement qui vise à préserver la ressource. Et les présentations qu'on a eues avec les 3 témoignages en début de cette table ronde permettent de le montrer. Quand on voit les investissements qui sont faits en termes de formation, les difficultés de recrutement, l'engagement qui est fait du côté des entreprises pour répondre aux sujets ou aux difficultés d'attractivité,
on se dit que finalement investir sur la qualité du travail, sur la qualité du lieu de travail, sur cette perception, ça va être bénéfique pour les entreprises et on va pouvoir avoir un retour sur investissement assez court. Vous avez peut-être d'autres exemples à nous donner justement sur la démarche qui a été faite de manière constructive? La chance qu'on a eue, c'est d'accompagner une centaine d'entreprises. Donc on a été en contact grâce au conseiller entreprise au Capiat avec une centaine d'entreprises. Systématiquement, on a été par une phase de problématisation, c'est-à-dire un premier échange pour essayer de comprendre finalement entre la demande, les objectifs, l'actualité, les enjeux économiques, les enjeux d'investissement que l'entreprise pouvait avoir, comment est-ce que la question de la qualité du travail vient s'insérer. Et à partir de là, c'était notre challenge d'essayer d'apporter un éclairage, d'apporter un diagnostic terrain et de proposer un plan d'action. Donc le plan d'action, il a pris des illustrations très diverses. Et j'ai en tête un exemple d'une entreprise qui finalement avait déjà été lauréate d'un prix sur la qualité du travail il y a quelques années et qui était très centrée sur une approche de la qualité de vie au travail centrée biomécanique, aménagement des situations de travail, limiter les manutentions en se disant que si on limitait les efforts, finalement on améliorait les conditions de travail. Ce qui est vrai. Et nous, l'enjeu a été d'essayer d'aller plus loin avec cette entreprise et de se dire, au lieu de régler la manutention en apportant un outil, on va aussi se poser la question de pourquoi est-ce que cette manutention elle est utile à cet endroit-là, quelle en est sa valeur ajoutée et comment est-ce qu'on peut le refaire dialoguer dans les différentes entités de l'entreprise. Je le fais de manière un peu courte, mais l'entreprise auquel je pense, c'est une entreprise du secteur viande, de la filière viande, qui fait de la découpe, de la transformation et de la distribution. Finalement, si on ne met pas en relation les enjeux commerciaux, la manière dont le commerce va proposer tel ou tel produit, va faire la promotion de telle ou telle partie d'un animal, avec les enjeux de conditionnement et la manière dont le conditionnement va se faire de manière très opérationnelle par les équipes en production, on va perdre en termes de résultats puisqu'on va augmenter des stocks et on va avoir des actions du côté des collaborateurs qui seront à faible valeur ajoutée. Donc au final, on arrive à faire la démonstration auprès de l'entreprise que modifier cette organisation, recréer d'autres espaces de dialogue, modifier la manière dont on fait les arbitrages en termes d'orientation, c'est bénéfique pour l'entreprise et pour les équipes. Peut-être pour terminer, Arbia, donc nous donner maintenant nous dire quel est l'enjeu. L'enjeu maintenant, c'est de valoriser justement cette démarche, d'aller plus loin. Oui, en effet, Isabelle. L'idée maintenant, c'est de ne pas laisser cette expérimentation lettre morte. L'objectif maintenant, c'est de communiquer sur cette belle expérimentation qui a donné quand même pas mal de documents. On a un rapport de mission qui a été réalisé, une synthèse, un document opérationnel, un document de communication, un guide méthodo. Et ces documents ciblent un certain nombre d'acteurs, les entreprises, les conseillers au Capiat également, et les branches professionnelles, les partenaires qui ont construit donc qui ont travaillé avec nous sur cette expérimentation. Ce qu'on va mettre en place prochainement, donc, ce sont des webinaires pour justement présenter les résultats, des podcasts en ciblant donc aussi bien donc les conseillers au Capiat, les entreprises et les branches professionnelles. Arnaud, un mot de conclusion ? Oui, je pense qu'il y a un double enjeu et on a eu la chance de pouvoir l'observer et essayer d'y contribuer à l'occasion de cette expérimentation. C'est un enjeu de communication à destination des branches, des filières, des entreprises, de pouvoir les sensibiliser sur ce qu'est la QVT, ce qu'est la QVCT et en montrer que par une approche pragmatique, c'est accessible à tout le monde et qu'aujourd'hui, dans un marché du travail qui est très concurrentiel, chacune des entreprises, quelle que soit leur taille, chaque entreprise a besoin de se poser cette question-là. Le deuxième enseignement, et je pense que c'est le rebond de cette expérimentation, c'est d'assurer le développement de compétences, que ce soit au niveau du top management ou du management intermédiaire, voire pour l'inscrire dans le dialogue social avec les partenaires sociaux, sur quelle représentation on a de la QVCT, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à l'apprendre différemment, avec une approche très pragmatique, centrée sur la réalité des situations de travail, puisque c'est le moyen de jouer sur la perception que les gens peuvent en avoir. Merci beaucoup, merci à tous les deux, on peut les applaudir. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement à leur poser sur ces thèmes-là. Eh bien, sinon, on va enchaîner donc avec la conclusion de cette table ronde par Michel Ferreira-Maya, donc, qui est directeur général adjoint service aux adhérents et développement de Capiat. On vous écoute. D'abord, je vais commencer par excuser le président Hervé Proche qui est en discussion avec la ministre du Travail qui vient d'arriver. Donc voilà ce qui explique la conclusion que je vais faire à sa place. Alors plusieurs points par rapport aux échanges de la table ronde.
ce qui ressort déjà, on se rend bien compte que la nécessité de former en permanence ses salariés pour une entreprise, c'est créer de la compétitivité, c'est créer de la richesse, c'est créer de la stimulation au sein de son entreprise, mais comme au sein de sa filière. On voyait aussi avec les jeunes qu'on a reçus avant-hier, nos jeunes salariés qui ont été primés au meilleur apprenti de France ou à WorldSkills. On se rend bien compte au travers de leur témoignage que par la formation et la recherche de la performance, ça s'inscrit assez facilement et assez fortement dans la réponse. C'est un moteur puissant de réponse aux transitions dont on parle. Donc nous, on est convaincus à Capiat que la formation, c'est le commencement de la réponse aux transitions qui sont en train de s'opérer et qui sont en train de s'opérer de manière assez vive et de manière simultanée au sein de nos entreprises et plus particulièrement des entreprises du périmètre d'Ocapiat. Deuxième élément que je retiens moi de la table ronde, c'est le fait qu'on considère Ocapiat comme un facilitateur. On doit être l'opérateur de l'ombre. Alors de l'ombre, mais je vois Rachid qui est opinion du chef et puis je le salue parce qu'on voit bien qu'il a été aussi tout le fil rouge de la table ronde où les entreprises l'ont souvent cité en disant grâce à Rachid, Rachid nous a dit que, etc., etc. Donc on voit bien que la dimension humaine est très importante et le fait d'être un peu en retrait de la scène, mais en étant tout à fait force de proposition, c'est un élément important. Et donc c'est là-dedans, c'est dans cette philosophie que Ocapiat doit s'inscrire et doit continuer à être présent, me semble-t-il. Alors sachant que dans ce rôle de facilitateur, il faut aussi qu'Ocapiat soit sur différents volets. Il doit être en capacité, par ses études et par ses observatoires, de faire de l'anticipation prospective pour le compte des entreprises, pour qu'elles puissent anticiper sur les besoins de demain en matière de formation. On doit être présent aussi évidemment sur le départ en formation des salariés, mais aussi on doit régler la relation administrative du départ en formation. C'est compliqué pour une entreprise de faire partir aussi ses salariés en formation parce qu'il y a un processus de production et que le départ d'un salarié forcément va avoir des incidences sur la chaîne de production. Mais on doit aussi imaginer des solutions qui permettent le départ tout en garantissant la continuité de la production au sein des entreprises. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on continue de réfléchir. Donc à Ocapiat, nous efforçons de répondre à chacun de ces enjeux, que ce soit par nos observatoires, que ce soit par nos outils de diagnostic, que ce soit par nos programmes de formation, qu'ils soient à la carte ou qu'ils soient à tiroir, comme le disait Victor tout à l'heure, qu'ils se fassent par des organismes extérieurs à l'entreprise ou qu'ils se fassent par des formations à l'interne des entreprises, qui peut être une solution aussi pour éviter que les salariés partent trop longtemps de l'entreprise, mais continuent quand même à se former, par nos outils de facturation en ligne. C'est aussi une offre de service. Quand on vous évite ça de paperasse, parce que l'échange est relativement fluide, ça permet à tout le monde de gagner du temps et puis à diminuer la charge administrative, aussi bien côté entreprise que côté OPCO. Donc nous, ces éléments-là, ce sont des outils qui rentrent forcément dans la chaîne, qui permettent de répondre à tous ces enjeux de transition auxquels sont soumises les entreprises aujourd'hui. Alors dans l'innovation, on n'en est pas encore à l'intelligence artificielle, même si on commence à se poser pas mal de questions sur le sujet, on n'a pas encore opérationnalisé une solution. Je vous le dis, je lève tout secret, on n'y est pas encore. On n'a pas encore la solution qui dit tiens, intelligence artificielle. Mais on sait que c'est pas trop loin de nous, donc on va s'y mettre un petit peu. Mais en tout cas, on va bientôt livrer un outil d'autodiagnostic de maturité écologique qui dans le champ, qui percute toutes les entreprises. Là, on estime que pour le coup, on va amener quelque chose d'assez opérationnel pour les entreprises. On va commencer à le déployer courant mars, si je ne dis pas de bêtises, et on va imaginer une généralisation de l'outil à partir de septembre. C'est pareil, on essaie de faire quelque chose de relativement souple, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer une solution, on ne va pas se présenter comme étant demain les spécialistes de la transition écologique, mais par contre avec des questions bien senties, en ayant travaillé en amont sur quelles sont les conséquences qu'on voit déjà aujourd'hui sur les secteurs, c'est de pouvoir faire en sorte que les entreprises utilisent, c'est un autodiagnostic, c'est que les entreprises utilisent cet outil. Et là aussi, par le fil successif des réponses qu'elles vont donner au questionnaire, se posent des véritables questions en disant « Ouh là là, je suis quand même très à l'écart de la cible ». Et donc on interviendra juste après, puisque nos conseillers prendront le relais du diagnostic et des conclusions qui sont faites. Là pareil, dans une approche la plus empathique possible, sans s'imposer, mais en y allant, en disant voilà, si vous avez besoin de coup de main, on est là. Vous avez les conclusions, vous êtes peut-être un peu à l'écart et on peut vous proposer des solutions. Voilà, c'est aussi, moi je trouve que cette démarche-là, qui est itérative
qui met l'entreprise en responsabilité dans la démarche, sans avoir forcément à se poser des questions sur quel outillage, parce que ça, voilà, l'outillage, c'est à nous de l'imaginer dans nos missions d'OCAP 4, c'est une bonne démarche. Alors, on crée l'outil, on responsabilise les entreprises et on peut les aider ensuite parce qu'on prendra le relais si elles en ont besoin, si elles éprouvent le besoin d'un conseil sur le sujet, on prendra le relais et là c'est toute notre offre de service qui peut se décliner. Donc voilà, c'est un petit peu ça le mode d'innovation que peut présenter OCAP 4 dans le cadre de son offre auprès des entreprises. Alors pour terminer, d'abord je remercie l'ensemble des participants, tout particulièrement Rachid. Et puis je vous invite tous à un verre de l'amitié et puis à goûter quelques sucreries qui vont être organisées, mises en place dans le cadre d'un cocktail par les équipes. Eric est le spécialiste du sujet, donc voilà, j'arrête mon intervention là et merci à Isabelle pour l'animation. Merci beaucoup Michel, merci de l'applaudir. Et merci à tous.